Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous voici réunis pour la 5e fois sous le regard et le sourire narquois d'Abdulhamid. Nous allons donc continuer avec une leçon que j'ai intitulée « Ferment révolutionnaire ». Je vais commencer par le rituel habituel du commentaire de l'image. Cette fois-ci, vous en avez 3 pour le prix d'une. 3 images qui représentent, à mon avis, l'un des aspects les plus importants, les plus puissants de ces ferments révolutionnaires. En plus, quelque chose qui se relie très bien avec ce que j'avais évoqué, ce que j'avais commencé à évoquer la dernière fois, la terreur et la violence, puisque, vous le voyez, les ferments révolutionnaires que je vous présente ont tous une carabine à la main. Alors, qui sont-ils? Parce que je pense que c'est là qu'est tout l'intérêt de la démonstration. Ce n'est pas simplement la multiplication des images, ce sont des images qui se ressemblent et qui pourtant sont extrêmement différentes. Première image, il s'agit de Vassil Levski. Levski étant son surnom léonin, Vassil Léonin, Basile Léonin, Basile le lion, un des héros de la révolution bulgare. C'est une photo qui n'est pas datée, mais qui doit dater du début des années 70, à une époque où les ferments révolutionnaires, justement, avaient commencé à prendre dans la Bulgarie ottomane. Même si Levski n'a pas vécu assez longtemps pour voir de ses propres yeux, de son vivant, la conclusion heureuse de la révolution bulgare, c'est-à-dire la création d'un État indépendant de la Bulgarie en 1878, qui par la suite prendrait des proportions beaucoup plus importantes en 1908. Il faisait partie de ce noyau dur des révolutionnaires, l'arme à la main, qui organisait la résistance ou les attaques contre l'autorité ottomane en Bulgarie. Le second personnage est un Arménien. Il s'agit d'Antranik Ozanian, qui, lui, a vécu plus longtemps et qui, par conséquent, a vécu à travers toutes les vicissitudes du combat arménien pour l'indépendance, l'autonomie, la résistance contre l'autorité ottomane. Général à la fin de sa carrière, il avait au début le même profil que Vassil Levski, c'est-à-dire que c'était un volontaire qui s'était engagé dans la lutte dès 1887, donc à peine 22 ans. Tous ces révolutionnaires sont en général jeunes. Et il avait fini par s'embrigader dans les structures un peu plus formelles représentées par le parti ou l'organisation Hinchak à partir de 1890, et ensuite le parti Dashnak, autre parti révolutionnaire arménien, lorsque celui-ci avait gagné de l'ampleur et une certaine forme de domination par rapport au parti Hinchak. Donc lui aussi, un homme qui se vêtit du costume traditionnel, en quelque sorte, du XIXe siècle, du bandit, du noble brigand du XIXe siècle. Dernier, un Turc, entre guillemets, j'utilise toujours le terme turc, entre guillemets, mais par facilité, il est parfois utile, puisque je veux parler d'un
musulman ottoman de langue et de culture turque. Donc, s'il est trop tôt pour l'appeler un Turc, bien que la littérature, les voyageurs, les observateurs occidentaux parlent déjà de Turcs depuis le XVe siècle, il appartient quand même à une catégorie que, encore une fois, par simplicité, par facilité, je vais appeler des Turcs, avec à chaque fois les guillemets américains pour me prémunir contre tout abus scientifique. Enver Bey, qui deviendra grand, pacha, en 1914, encore une fois le même profil d'un homme qui s'engage dans la résistance et dans la rébellion armée et qui, vous le savez, probablement sera l'un des acteurs principaux de la chute d'Abdulhamid en 1908 et du rétablissement de la Constitution, du rétablissement d'un régime parlementaire, mais qui finira par abuser de son pouvoir et deviendra un des 3 membres du célèbre triumvirat des unionistes, l'union étant une référence à Ittihad ve Terakki, Union et Progrès. C'est le nom du programme politique des jeunes Turcs qui deviendra le nom de leur parti politique, notamment après qu'ils auront pris en main le régime, après un coup d'État en 1913, et qu'ils mèneront le pays à la guerre, à la catastrophe et à des horreurs sans pareil. Enver Bey est aussi un révolutionnaire armé, même s'il n'a pas exactement le même profil que les 2 premiers. Pourquoi? Parce qu'au départ, il est quand même militaire de carrière dans l'armée ottomane. C'est-à-dire que ce n'est pas un paysan qui prend les armes, ce n'est pas un intellectuel qui soudain se découvre une velléité de révolution, c'est un officier de l'armée impériale qui, comme beaucoup d'autres, mécontent de la situation, mécontent du fait qu'il est mal ou carrément pas payé pendant des mois et des mois, mécontent de ce que représente l'autocratie d'Abdulhamid, va prendre les armes et va organiser ce mouvement qui va mener à la révolution jeune turque de 1908. Petite parenthèse, Ittihad ve Terakki, on y reviendra, mais Ittihad ve Terakki, union et progrès, ce sont les mots-clés du XIXe siècle. Il suffit de regarder le drapeau du Brésil, Ordem et Progresso, ordre et progrès. Progrès déjà un peu partout, c'est la nouvelle religion, c'est la religion du progrès matériel, du progrès soi-disant humain, et ordre bien sûr, et union, ce sont des mots-clés qui traduisent le rêve de ces jeunes gens de reformer la société, de reformer l'État, et bien sûr à la fin de le dominer, puisqu'on ne fait jamais une révolution sans avoir des plans pour le renversement du régime au pouvoir et un remplacement de ce régime par un régime que l'on trouve plus à son goût. Donc il est intéressant de voir que même s'ils représentent des camps opposés ou qui seront opposés au bout de quelques années de collaboration, rappelons quand même que les jeunes Turcs ont beaucoup collaboré avec les révolutionnaires arméniens, notamment lorsqu'ils étaient en exil à Paris, à Londres ou à Genève. Mais
même si ces gens-là, ces trois individus représentent des bords opposés d'un même combat, ils représentent quelque chose de commun et qui, à mon avis, est important pour définir l'avenir politique de la région qui nous intéresse. Encore une fois, cette image du révolutionnaire armé, du révolutionnaire l'arme à la main. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène que l'on a connu en Europe un peu plus tôt. Rappelons aussi que les jeunes Turcs, la jeune Turquie, est une sorte d'adaptation d'un vocabulaire qui existait dans les années 1820-1830 quand on parlait de jeune Pologne, quand on parlait de jeune Italie, des mouvements qui étaient enthousiastes, idéalistes, mais souvent très fortement impliqués avec une jeune génération d'officiers. En Europe occidentale, cette mode de l'embrigadement pour la Révolution a fini par s'estomper. Mais dans les Balkans et au Moyen-Orient, ces trois individus prouvent à quel point ce côté-là, le côté guerrier de la Révolution, était fondamental, était central à la plupart des mouvements qui allaient voir le jour. Et ça, je pense que c'est un des aspects, entre guillemets, malheureux de la Révolution dans cette région, puisque la plupart des régimes qui en naîtront seront tout d'abord nationalistes, ce qui est le cas un peu partout, on est partout nationaliste, mais là particulièrement, quand on a l'arme à la main et que l'on est persuadé de mener un combat pour la patrie, pour la survie de la patrie, donc ces régimes seront nationalistes, ils seront souvent militaristes, très fortement militarisés. Et par conséquent, sans me lancer dans une analyse de la politique arménienne ou de la politique bulgare, il suffit de voir les vicissitudes de la politique en Turquie pour voir à quel point, pour se rendre compte à quel point la fonction militaire, l'officier, a joué un rôle central dans la transformation de la société. C'était vrai, me direz-vous, déjà au XIXe siècle, même si la bureaucratie des Tanzimat était quand même une bureaucratie qui mêlait la fonction publique à la fonction militaire. Et la plupart des grands noms des Tanzimat étaient des civils, étaient des bureaucrates. C'était une oligarchie bureaucratique. Mais à partir des jeunes Turcs, lorsque vous suivez un peu l'évolution de la politique en Turquie, vous verrez que l'armée est au centre de tous les changements, toutes les transformations, tous les progrès, tous les reculs aussi, vécus pendant la plupart du XXe siècle. Les unionistes, bien sûr, les kémalistes, qui sont après tout non pas des héritiers, mais d'anciens officiers de l'armée ottomane, qui ont changé leur fusil d'épaule, mais qui maintiennent un contrôle sur l'armée. L'armée au centre non seulement du contrôle de l'État et de la population, mais aussi du progrès. L'armée est impliquée dans l'économie, l'armée est impliquée dans la culture, dans l'éducation. C'est un peu à coup de trick, à coup de baïonnette, que la République turque s'est faite. Et jusque dans les années 2000, l'armée a conservé ce rôle central, même s'il était un peu plus en recul, même si elle n'était pas ouvertement au pouvoir, elle est restée l'éminence grise, collective, derrière la politique, dressant, délinéant, déterminant les lignes rouges du régime, et par conséquent intervenant fort souvent, en 60, en 71, en 80, pour redresser la barre, pour corriger les erreurs des civils, entre guillemets. Et par conséquent,
je pense que cet héritage militaire-militariste est déjà très fortement influencé par cet enthousiasme, cet engouement de jeunes aventuriers, soit directement impliqués dans l'armée, soit de manière tout à fait irrégulière, volontaire, s'embrigadant dans des armées révolutionnaires et qui vont par conséquent déterminer le cours des événements. Autre petite différence lorsqu'on voit Enver Bey, c'est que contrairement aux autres qui se prennent en photo au milieu de leur combat, au milieu de leur lutte, à une époque où le sort de leur mission n'est pas encore décidé, Enver est en train de se construire a posteriori. S'il pose en 1908, après la Révolution, une fois que lui et son confrère Niazi Bey ont été reconnus et encensés comme les héros de la Révolution, c'est là qu'il commence à se construire, à se façonner une image, self-fashioning, comme on dit dans les humanités anglo-saxonnes, la construction d'un caractère, la construction d'une image de soi qui essaye d'ancrer l'image que l'on veut donner de soi, l'image que l'on veut, l'image politique, le rôle politique que l'on veut centrer, ancrer dans la tradition populaire, dans l'opinion publique. Donc une construction a posteriori. Nous reviendrons sur la Révolution, mais avant cela, parlons donc de ces ferments révolutionnaires et violents. Violents tant par la Révolution que par la répression des velléités révolutionnaires. Par acquis de conscience, je voulais vous présenter le graphique, le diagramme que j'avais raté la dernière fois. Vous vous souviendrez, j'avais avoué ma faute, j'avais apparemment coupé-collé ce qui venait du diagramme précédent. Donc je corrige le tir. Voici les deux fonctions très centrales au palais. Pour la liste civile, j'avais tout bon, mais pour les premiers secrétaires du palais et les premiers chambellans, je n'avais pas les noms exacts, et comme tout ceci est enregistré, je ne voudrais pas passer à la postérité comme un historien qui ne connaît pas ses premiers secrétaires du palais et ses premiers chambellans. Donc je corrige, et si vous avez besoin de corriger vous-même, allez-y allègrement. Donc c'est un petit aparté qui ne concerne que cette correction. Donc, pour parler de ces ferments révolutionnaires, on en avait déjà eu un goût avec la Bulgarie, même si nous nous sommes plutôt concentrés sur le côté la victimisation, les atrocités commises contre les Bulgares, mais la lutte bulgare, l'insurrection bulgare, la révolution bulgare était quelque chose qui appartenait à un nouveau courant, un courant qui voulait recréer les conditions qui avaient permis à la Serbie et à la Grèce de se libérer de ce qui était considéré comme le joug ottoman. Les révolutions que nous allons analyser aujourd'hui sont du même genre. D'ailleurs, elles y sont liées. Il faut savoir que l'année des trois sultans, 76, est une année déterminante pour l'avenir de l'Empire ottoman. Le chaos de 76 détermine en grande partie ce qui suivra, c'est-à-dire l'autocratie d'Abdulhamid. Mais ce qui est peut-être encore plus déterminant d'un point de vue géostratégique, géopolitique, c'est 78, c'est-à-dire la conclusion de cette guerre qui oppose les deux empires, l'Empire ottoman et l'Empire de Russie,
et qui se solde par une défaite cuisante des armées ottomanes au tout début de l'année 1878. Vous vous souviendrez, un premier traité que les Russes, arrivés aux portes d'Istanbul, imposent aux Ottomans, va être corrigé en 78, en juin, par le Congrès de Berlin. Le traité de San Stefano, le traité de mars 1878, signé avec les Russes, est un traité dont les conditions sont extrêmement dures. Et par conséquent, juin 78, le Congrès de Berlin, c'est une tentative d'internationaliser un conflit qui n'opposait que ces deux empires et de rétablir une forme d'équilibre européen pour éviter tous les inconvénients qui pourraient découler d'une suprématie excessive de la Russie. C'est comme ça que fonctionne l'Europe. Depuis ce qu'on appelle la question d'Orient, les objectifs des grandes puissances occidentales sont essentiellement de contrôler l'avancée possible, voire probable, des Russes en Méditerranée orientale. Donc, depuis l'insurrection de Mehmed Ali Pacha d'Égypte jusqu'à la guerre de 77-78, l'Europe va essayer de tempérer l'enthousiasme des Russes, de limiter la casse dans cette région et d'éviter que l'Empire ne cède complètement aux pressions russes et qu'il disparaisse dans le giron d'un nouvel empire qui viendrait s'asseoir dans cette région extrêmement stratégique et qui mettrait en danger, notamment pour les Anglais, la route des Indes. Donc, ce sont essentiellement les Anglais qui vont essayer de corriger le tir de San Stefano en proposant une nouvelle conférence, un nouveau congrès de la paix, dernier grand congrès à la mode du XIXe siècle, un peu dans le style du congrès de Paris en 1856, qui espère amener une forme de stabilité, une solution à cette crise perpétuelle qu'est la question d'Orient. Or, 78 ne résoudra rien, mais 78 va complètement modifier la position de l'Empire ottoman. Je vous avais déjà montré tous les compromis, toutes les cessions, tous les abandons auxquels l'Empire ottoman, Abdulhamid en particulier, avait été obligé à partir de 78. Les pertes directes découlant de la guerre, donc la Bulgarie, la région de Kars, ce que j'ai appelé l'Alsace ottomane, la perte de Chypre, qui est remise aux Anglais en contrepartie pour leurs bons offices de médiateurs lors du Congrès de Berlin. Mais après cela, la perte de la Thessalie à la Grèce, la perte de la Tunisie à la France, la perte ou la demi-perte de l'Égypte à l'Angleterre en 1882. Bref, l'Empire est en train de s'effondrer ou de s'effriter. Et encore une fois, Abdulhamid essaye autant que possible de sauver les meubles qui sont proches du centre du pouvoir de l'Empire, donc l'Anatolie et, si l'on peut, les Balkans, et il ne se soucie guère de l'avenir de provinces plus lointaines, à l'exception de ce qu'on peut appeler l'Arabie, tout ce qui, depuis l'Anatolie, en passant par la Syrie, la Palestine et jusqu'au Yémen, constitue le croissant arabe, une région qu'il conserve, qu'il tente de conserver en jouant la carte de l'islam. En jouant la carte de l'islam à l'intérieur et la carte du panislamisme à l'extérieur. Je vous rappelle, encore une fois, cette entreprise
faramineuse et en fait pas très rentable qu'est le chemin de fer du Hedjaz, qui jusqu'en 1908 atteindra Médine, la ville de Médine, dans le Hedjaz. Donc un investissement, c'est un peu la politique d'Abdulhamid, il ne se lance pas dans des aventures irrédentistes, il lâche du lest lorsqu'il le faut, et surtout si, en contrepartie, il reçoit un certain soutien des grandes puissances, mais il essaye autant que possible de conserver, de garder ce qu'il juge être conservable, ce qu'il juge faire partie d'un noyau dur redéfini, celui d'un empire essentiellement islamique. Il a bien senti que toutes les religions, en dehors de l'islam, sont vouées à se transformer en mouvements autonomistes ou indépendantistes. Je vous l'avais aussi dit, les Balkans se sont construits, les nations balkaniques se sont construites sur des bases religieuses, sur un rapport direct entre la définition de la nation et une religion ou une secte d'une religion qui paraissait définir le caractère intrinsèque de cette population. Pour les Ottomans, c'est donc un repli. Ce repli, je vous l'avais déjà illustré avec cette image, c'est l'afflux de réfugiés, les muhajirs, qui doivent quitter les territoires perdus dans les Balkans et qui se réfugient en Anatolie. L'Anatolie devient le refuge, en quelque sorte, des restes, des lambeaux de populations musulmanes en Europe orientale, dans les Balkans. Et cela, bien sûr, amène une transformation, ça aussi je vous l'avais indiqué, radicale de la démographie de cette région, de la démographie de l'Empire. En 72-74, selon des estimations, en gros, la population est divisée entre musulmans et non-musulmans, avec un très léger avantage peut-être pour les musulmans. Et d'ailleurs, quand on dit musulmans, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un monolithe. Il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des alévites, il y a beaucoup de variétés, même si la version sunnite domine. Et c'est d'ailleurs cette version-là qu'Abdulhamid va promouvoir, c'est le hanafisme et la doxa sunnite qu'il va utiliser comme base de son empire redéfini, reformé à la sauce islamique. Après 1978, si l'on s'en tient au résultat de ce recensement, pour ce qu'il vaut, qui a été réalisé sur plus d'une décennie avec les moyens de l'époque, la transformation est radicale. Les 3/4 de la population sont musulmans. Plus qu'un quart de non-musulmans. C'est quelque chose qui explique en grande partie le tour que les événements vont prendre. Et c'est notamment le cas des Arméniens. Les Arméniens qui forment une des communautés, des principales communautés de l'Empire. Encore une fois, ce n'est pas un monolithe, ce n'est pas une communauté monolithique. C'est une communauté qui est très fortement implantée dans la région, puisqu'en fait, elle précède de bien des siècles la présence des musulmans. Les Arméniens sont fiers d'être parmi les premiers chrétiens du Vieux Monde. Mais c'est une communauté aussi qui a été très divisée par la religion, mais aussi par la culture, puisque à partir du XVIIIe siècle, vous commencez à avoir une mouvance catholique. Les méritaristes vont s'implanter à Venise. Ceux d'entre vous qui connaissent
l'île de San Lazzaro à Venise savent que c'est un monastère et le centre du rayonnement de la présence arménienne catholique, arméno-catholique en Occident. Et puis, au XIXe siècle, vous avez une deuxième tendance, beaucoup plus moderne, et qui est directement influencée par, disons, une certaine ingérence des grandes puissances, et notamment de l'Angleterre, ou plutôt des États-Unis, sous la protection et le couvert de l'Angleterre. Les missionnaires américains, protestants, qui sillonnent l'Anatolie à partir des années 1820-1830, vont prosélytiser les Arméniens, ce qui résulte dans la naissance d'une troisième catégorie d'Arméniens définie par la religion, les protestants, les Arméniens protestants, qui, eux, sont directement, culturellement aussi, extrêmement différents, puisqu'ils sont intégrés dans ce réseau des missionnaires et de la modernité tel qu'il se répand au courant du XIXe siècle à travers l'Empire ottoman. L'université à laquelle j'appartiens, et qui est encore sous les attaques et le siège de notre gouvernement chéri, est à l'origine un de ces grands collèges protestants, comme l'AUB, la American University of Beirut, ou comme le AUC, l'American University du Caire, qui font partie d'un réseau qui s'étendait pratiquement des Balkans jusqu'à l'Arabie et qui transformait par la religion, mais aussi par les sciences, par les lettres, les populations chrétiennes, surtout arméniennes. Pourquoi surtout arméniennes? Parce que l'autre grosse communauté de l'Empire, les Grecs orthodoxes sont beaucoup moins perméables, beaucoup moins ouverts à ce genre de prosélytisation et d'incorporation. Pourquoi? Parce que, déjà, le patriarcat est puissant, mais surtout parce qu'il existe une Grèce, un État-nation qui a été créé à la fin de la guerre d'indépendance et qui rayonne politiquement, idéologiquement, intellectuellement, et qui, par conséquent, fait office de phare, en quelque sorte symbolique, d'une grécité, d'un hellénisme, chose qui manque dans le cas des autres communautés chrétiennes de l'Empire ottoman, qui n'ont pas ce genre de boussole idéologique et d'état concret qui puisse servir de point d'attrait, de point de jonction. Donc les Arméniens sont beaucoup plus ouverts à ce genre de transformation et par conséquent, au XIXe siècle, notamment dans la seconde moitié du XIXe siècle, la communauté arménienne est extrêmement diverse, notamment socio-économiquement. Quand vous comparez la bourgeoisie arménienne d'Istanbul, d'Izmir, aux paysans arméniens d'Anatolie, ou aux petits commerçants des villes et des bourgs d'Anatolie orientale, vous ne parlez pas vraiment de la même société. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les mouvements révolutionnaires arméniens, à commencer par le parti Inchak, auront une identité idéologique très forte. C'est un des premiers, si ce n'est le premier mouvement qui se dit ouvertement socialiste, qui est créé en 1887, le parti Inchak. Donc, cela déjà vous donne une idée de la diversité. Cette diversité, elle est aussi culturelle, linguistique. Beaucoup d'Arméniens sont avant tout turcophones, avant d'être arménophones. Donc, il y a
doux mélange entre les traditions populaires, les traditions culturelles, linguistiques et l'identité religieuse. L'exemple le plus flagrant de ce genre d'aberration est celui des Grecs d'Anatolie centrale qu'on appelle les Karamanlis, les Grecs de Karamanie, si vous voulez, qui sont grecs orthodoxes de religion, mais turcophones par la langue, et qui, par conséquent, utilisent dans toute leur culture le turc comme langue de communication, voire même, dans certains cas, langue de liturgie. Les stèles funéraires des Grecs karamanides sont rédigées en turc, mais avec des caractères grecs. Ce qui vous prouve, d'un certain point de vue, la magie de l'alphabet. C'est-à-dire que l'alphabet, l'écriture est tellement proche de ce que l'on associe à la religion qu'elle va demeurer, elle va s'implanter beaucoup plus facilement que la langue elle-même. Et l'inverse est vrai, en Albanie, vous avez des musulmans grécophones qui écrivent le turc avec des caractères, qui écrivent le grec qu'ils parlent avec des caractères arabes. Pourquoi ? Parce que l'arabe est la langue du Coran, l'écriture est l'essence de l'identité religieuse. Et ce qui est intéressant aussi, et ça en dit long sur les problèmes de laïcité en Turquie et voire dans les Balkans et au Moyen-Orient, lorsque, en 1923-24, les gouvernements turcs et grecs se mettront d'accord pour ce premier échange des populations, cette première horreur qui servira d'inspiration à d'autres horreurs encore pires, je pense notamment à la séparation de l'Inde et du Pakistan. Lorsque cette décision est prise, ce genre de communautés vont poser problème. Des Grecs orthodoxes qui parlent le turc et qui vivent en Anatolie, qu'en faites-vous ? Qu'en faites-vous ? Allez-vous considérer qu'ils sont ethniquement ou linguistiquement, culturellement turcs et par conséquent les conserver dans le giron de la patrie ? Ou est-ce que vous allez les expulser parce qu'ils sont grecs par la religion et que c'est là votre définition de l'identité nationale ? Il n'y a pas de mystère, ils seront expulsés. Ils seront expulsés parce que, même en 23-24, alors que la République de Turquie est en train de s'établir et qu'elle commence à développer une idéologie nationaliste qui se veut laïque, de plus en plus laïque, et qui par conséquent prétend que la turcité est quelque chose qui se choisit, qui se vit, quelque chose même qui est linguistiquement, ethniquement défini, lorsqu'il s'agit d'embrigader, d'incorporer une population non musulmane, non. Ceux-là ne seront pas comptés comme de véritables Turcs, pour la bonne et simple raison que la religion l'emporte sur la culture, sur la langue. Ce qui, encore une fois, en dit long sur la conception de la laïcité en Turquie, que j'ai toujours qualifiée de cosmétique, c'est-à-dire qu'elle existe sur le papier, mais en fait, le Turc moyen et le gouvernement turc a toujours été convaincu qu'un vrai Turc ne peut être que musulman. Et c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de pays de la région qui prétendent eux aussi être laïques, mais qui ont à peu près la même définition de cette identité nationale, reposant sur une identité religieuse. Mais revenons aux Arméniens. 1978, le Congrès de Berlin propose une solution à la question arménienne qui n'en est pas encore une.
Il y a eu des échauffourées, il y a eu quelques massacres dans les années 60, déjà à Zeytoun en 1862, mais ce que l'on sent, c'est qu'il y a déjà des velléités d'autonomie. Et cela se lit pas forcément sur le terrain, mais dans les communautés, dans les cadres intellectuels des communautés. Dès les années 1860, alors que l'Empire ottoman est loin encore de se munir d'une constitution, les principales communautés non musulmanes en ont déjà. Il y a une constitution de la nation grecque. Alors, appelez ça constitution, règlement, peu importe. Il y a un texte qui a vocation à être fondateur et qui énumère les règles qui déterminent le fonctionnement de la hiérarchie au sein de la communauté grecque. Pareil pour les Arméniens. Ce sont encore des constitutions qui sont fortement dominées par les deux forces sociales les plus présentes, les patriarcats, la hiérarchie religieuse, et la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, ceux qui dominent en quelque sorte la communauté et qui, par conséquent, ne laissent pratiquement aucun choix, aucune option au reste de la population. Toujours est-il que la simple réalisation de cet exercice de rédiger un règlement pour une communauté, c'est déjà quelque chose qui envisage la possibilité d'une autonomie, d'une indépendance. Donc la question arménienne, elle est déjà sur le tapis. Et avec l'avancée russe, avec la défaite ottomane, elle devient de plus en plus brûlante. Et donc, 1978, le congrès de Berlin va imposer à l'Empire ottoman l'obligation de faire des réformes dans ce qu'on appelle les 6 vilayets, les 6 provinces orientales. Vilayat sitte. Vilayat, pluriel arabe de vilayet, sitte, 6 en arabe. Vilayat sitte. Les 6 provinces. Les voici. Vous les voyez ici. Donc c'est Bitlis, Erzurum, Sivas, Maraş, Diyarbakır, Van. Ces 6 provinces sont caractérisées par la présence d'une forte proportion de population arménienne. Je l'ai indiqué ici en rouge. Dans certains cas, dans le cas de Van, c'est carrément la moitié de la population. Dans d'autres, c'est beaucoup moins. On est autour des 12%. Mais c'est quand même une très forte concentration, une concentration qui est accrue par le fait que le profil de cette population est légèrement plus élevé économiquement, socio-économiquement parlant, que celui de la majorité musulmane. Donc il s'agit de préparer, en quelque sorte, une transition vers un système qui serait plus ouvert à l'autonomie ou du moins à la représentation de la population arménienne dans ces provinces. Et ça, c'est le début de la question arménienne. Alors ça, c'est quelque chose qu'Abdulhamid ne voudra jamais faire. C'est-à-dire qu'il n'acceptera jamais de réaliser ces réformes parce qu'il y voit, et il n'a peut-être pas tort, d'un point de vue purement rationnel et pratique, il y voit les préparatifs de ce qui s'est déjà passé dans les Balkans. C'est-à-dire que la réforme d'une communauté définie par la religion, dans cette fin de siècle, sous le signe du nationalisme, elle va forcément dériver de plus en plus vers des velléités d'autonomie. Et là, bien sûr, il s'agit pratiquement de la moitié de l'Anatolie. Ce n'est pas aussi facile que de gérer la question libanaise dans les années 60, lorsque, effectivement, c'est un peu cette solution qui a été trouvée.
on a accepté de nommer un gouverneur chrétien et d'organiser l'administration du Mont Liban selon la représentation démographique des principales communautés religieuses. Et c'est encore, plus ou moins, ce qui régit le système libanais aujourd'hui. Seulement, le Liban, c'est tout petit, et le Liban est déjà tellement intégré avec l'Occident que les Ottomans ne voient pas vraiment de problème ni de solution à un état de fait qui s'est installé dans les années 60. Mais là, c'est la moitié de l'Anatolie. Et par conséquent, Abdulhamid, non content de se buter et de refuser d'engager les réformes, va aller un peu plus loin et va organiser déjà les instruments de la répression. Et parmi ces instruments, nous avons surtout ce qu'on appelle la cavalerie hamidiyeh, une cavalerie qui prend son nom, hamidiyeh, de Hamid. Donc la cavalerie hamidiyeh, c'est quelque chose qui est créé en 1891 afin de contrecarrer les velléités d'autonomie, les troubles qui pourraient découler de l'action arménienne dans l'Anatolie orientale. Qu'est-ce que la cavalerie hamidiyeh? En fait, c'est une sorte d'institutionnalisation des bachibozouks. Vous vous souviendrez que l'armée ottomane a toujours eu recours à des éléments volontaires qui sont généralement mus par un certain enthousiasme guerrier et surtout par la perspective de pillage. Les deux parties y trouvent un avantage. L'Empire ottoman, le gouvernement ottoman, parce qu'il n'a pas les moyens de maintenir une armée régulière pour faire face à tous les conflits intérieurs et extérieurs du XIXe siècle, et les autres, d'un autre côté, obtiennent une sorte de petit métier guerrier qui leur permet de faire fortune, souvent, et de s'impliquer dans une sorte de reconnaissance semi-officielle de leur statut de militaire. Seulement jusque-là, les volontaires ont toujours été traités comme tels. Et par conséquent, l'embrigadement des volontaires, des gönüllü volontaires, ou des bashibozuk, littéralement ceux qui n'ont pas de tête, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de chef, leur embrigadement est en général temporaire et une fois le conflit terminé, ils rentrent au bercail, parfois pour se recycler dans le brigandage. Et c'est quelque chose que l'Empire ottoman connaît depuis la fin du XVIe siècle. C'est un des moyens que l'Empire a trouvé de faire face aux défis de la modernité, aux défis de guerres de plus en plus longues, de plus en plus fréquentes. Mais là, les régiments hamidiyeh, la cavalerie hamidiyeh, c'est différent puisque là, il s'agit vraiment de recruter officiellement des musulmans, pour la plupart kurdes, et d'en faire des sortes de bataillons qui assureront le contrôle de l'Anatolie orientale. D'une pierre deux coups, puisque les Kurdes posent aussi problème à l'Empire. Les Kurdes sont souvent nomades, les Kurdes sont souvent autonomes, ils sont souvent au service et unis par les liens de la loyauté à des chefs qui les contrôlent, et par conséquent, l'Empire, le gouvernement, l'État a peu d'emprise sur eux. Donc, d'une pierre deux coups, d'un côté,
on crée un instrument qui pourra servir à mater une rébellion possible du côté des Arméniens, et de l'autre, on embrigade des gens qu'on a du mal à contrôler autrement. C'est d'un cynisme extraordinaire. Mais l'État est en général cynique, et l'État, je ne parle pas que de l'État ottoman, c'est une formule vraiment d'un cynisme terrifiant et qui, bien sûr, préfigure toutes sortes de violences. Donc, voici l'embrigadement des régiments hamidiens, et vous voyez à quel point le thème de l'islam est présent dans la représentation de cette nouvelle force. Les bannières du prophète, enfin, toute bannière qui comporte, c'est un peu comme l'État islamique aujourd'hui, à partir du moment où vous mettez la profession de foi islamique ou le nom du prophète ou de Dieu sur une bannière, elle devient par la force bannière de l'islam, bannière du prophète. Il suffit de la teindre en vert pour qu'elle fasse vraiment cet office. Et puis, bien sûr, un imam qui bénit les troupes. Donc, encore une fois, très hamidien, cette combinaison de modernité, c'est une cavalerie légère, donc quelque chose de très mobile, extrêmement efficace, mais c'est quelque chose qui est implanté dans une idéologie fortement ancrée dans l'islam. Et c'est à peu près à ce moment-là que les massacres commencent. Il n'y a pas de date exacte pour vraiment parler des premiers massacres, mais disons que 1893-94, c'est l'organisation des premières poches de résistance arménienne face à l'autorité ottomane. C'est notamment le cas de Sassoun, en 93-94, qui tient face à l'armée ottomane pendant assez longtemps. Et les massacres seront la combinaison d'une tension déjà présente dans cette région, avec des développements politiques qui seront très soudains et dont l'impact sera extrêmement important. Là, je vous donne deux exemples d'illustration. Le Petit Journal, vous connaissez, j'imagine, c'est un journal illustré à sensation qui adore les images de violence. Si ce n'est pas des massacres, ce sera une femme qui empoisonne son mari, enfin les crimes bourgeois du XIXe siècle, donc c'est vraiment une feuille à scandale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la même feuille pourra représenter l'attaque d'une mosquée par les Arméniens, comme le massacre de chrétiens en Turquie. Alors ça, c'est en 1909, mais vous trouveriez ça facilement dans les années 90. Le Petit Journal joue sur les deux tableaux, d'autant plus qu'il est soudoyé, payé par Abdulhamid. C'est quelque chose de nouveau. Le lobbying, si vous voulez, est une nouveauté. On avait déjà vu que les Ottomans s'étaient mis à polir cette image de la barbarie en présentant des cas de victimisation des Ottomans, des musulmans. Donc ils découvrent en quelque sorte les relations publiques, ils découvrent les moyens d'atteindre cette opinion publique que des hommes politiques tels que Gladstone maîtrisent à merveille. Et c'est sous Abdulhamid que l'État ottoman commencera à soudoyer, à payer des pots de vin à des journalistes ou à des éditeurs de quotidiens ou de revues illustrées en Europe pendant les années 90 pour essayer de corriger le tir, pour essayer de minimiser
l'image extrêmement négative qui domine en général la presse en Occident. Mais ces premiers troubles des années 93-94, qui seront organisés du côté arménien par le parti Hintchak, et la différence entre les Hintchak et les Dashnak, c'est que les Hintchak optent vraiment pour l'indépendance, tandis que les Dashnak, du moins au début, se contenteraient de réformes et sont donc plus ouverts à la collaboration avec des éléments progressistes au sein de l'élite ottomane. Mais les Hintchak préparent une sorte de rébellion en Anatolie orientale. Et cette rébellion, à cause des premiers massacres, va avoir des répercussions à Istanbul. Notamment en 1895, le 30 septembre 1895, un groupe d'Arméniens va protester devant la Sublime Porte. C'est la première fois que l'on assiste à une manifestation civile devant le gouvernement, tentant de se faire entendre par le gouvernement. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais des coups partent et cela se termine en massacre. Le massacre de plusieurs centaines d'Arméniens à Istanbul même. Nous ne parlons pas des provinces éloignées de l'Anatolie orientale. Nous parlons de la capitale de l'Empire, nous parlons des environs de la Sublime Porte, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près au quartier de Sultanahmet et du palais de Topkapı aujourd'hui à Istanbul. Et la troupe intervient, et la troupe, aidée apparemment de certains volontaires, notamment des softas, vont procéder à ce qu'on pourrait appeler un pogrom, un peu à l'image de ce qui se passe en Russie contre les Juifs. Et ça, c'est un événement qui émeut l'opinion publique occidentale, qui, depuis 1978, est consciente de ce que le sort des Arméniens est complètement délaissé, abandonné, et que par conséquent, c'est peut-être l'occasion, réalise que c'est peut-être l'occasion d'imposer au gouvernement le respect des promesses qui avaient été faites après 1978 d'engager la voie de la réforme, de s'engager dans la voie de la réforme. Alors voilà le commissariat de police ou la sûreté à Istanbul, avec une mention de ce que bien des gens seront torturés et assassinés dans la cour de ce bâtiment public. Vous le reconnaissez peut-être, je vous avais déjà montré le portrait de Saïd Pacha, à la barbe hirsute et couvert de décorations. Il tombe parce que Abdülhamid le juge trop mou, il sera remplacé par Kamil Pacha. Et dans le même numéro du Illustrated London News, vous voyez déjà la question arménienne, la crise arménienne apparaître avec des images de l'état de délabrement des provinces et le sort extrêmement pitoyable des populations arméniennes en Anatolie. Le massacre lui-même n'est pas documenté. Nous avons des rapports extrêmement divers. En général, la presse occidentale a tendance à faire mousser le côté sensationnel de l'affaire, tandis que le gouvernement ottoman, lui, va passer l'éponge sur la moindre mention de massacre ou de violence contre la population. Par conséquent, la presse occidentale illustrée, qui se doit d'illustrer tout, va se lancer dans des scènes imaginaires, mais qui sont probablement assez proches de la réalité lorsqu'on pense à ce que doit être un massacre dans la capitale de l'Empire. Encore une fois, j'insiste sur cela. Les dynamiques dans une ville, et dans une ville qui est censée être contrôlée par l'État, la capitale de l'État,
un massacre dans une ville de ce gabarit, dans une ville sous tel contrôle, ne peut pas se faire à l'insu de l'autorité. C'est un principe, je crois, assez basique. Et par conséquent, il faut imaginer qu'il y avait le mélange qui est décrit ici d'Arméniens qui résistent, mais surtout d'un amalgame, d'un mélange d'officiers et de civils qui se lancent dans un massacre systématique des Arméniens sur lesquels ils peuvent mettre la main. À titre d'exemple, il suffit de regarder la presse ottomane, le Stamboul. Le Stamboul, ça n'est pas une feuille officielle, mais c'est une feuille qui fonctionne sous l'emprise de la censure hamidienne. Le Stamboul d'Edward Chester, qui est un Français propriétaire du journal, voici ce qu'elle dit le lendemain du massacre. À la vue du rassemblement par-ci par-là d'un certain nombre d'individus appartenant à la classe des portefaix et pompiers arméniens. Alors les pompiers arméniens, ça fait rêver, mais pompiers, c'est les Touloumbadjeux. C'est donc une référence au petit peuple, au bas peuple, à des gens qui sont éminemment violents, entre guillemets. C'est une vision très bourgeoise, si vous voulez, des classes populaires qui sont réduites au statut de portefaix et de pompiers. Les agents de police et les gendarmes sont intervenus. Grâce à cette intervention, aux communications et aux conseils qui ont été adressés au patriarcat, ces attroupements ont été dispersés. La sécurité et la tranquillité sont parfaites sous les hauts auspices de Sa Majesté impériale, le sultan. Bon. C'est exactement ce à quoi correspond la censure hamidienne. Le lendemain, le 2 octobre, une communication insérée dans les journaux d'aujourd'hui a fait savoir comment hier ont été dispersés les rassemblements de quelques Arméniens. Donc c'est le journal qui se réfère à cette petite communication officielle de la veille. Ceux qui, dans ces réunions, ont résisté les armes à la main aux gendarmes et aux agents de police ont été naturellement arrêtés. Ils seront mis sous jugement et punis conformément à la loi et les pénalités encourues seront publiées dans les journaux. Il est porté à la connaissance du public que tous les sujets de Sa Majesté impériale, le sultan, musulmans ou non musulmans, à quelque classe qu'ils appartiennent, sont tenus d'observer les devoirs qui leur incombent. Tous ceux qui contreviendraient à la loi encourront une grande responsabilité et subiront les peines que comportera leur cas. Donc, on n'apprend rien, si ce n'est que le gouvernement commence à émettre des menaces sérieuses. On sent que la vis se resserre, on sent que le gouvernement est aux aguets, et bien sûr, le lendemain, je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir que le Conseil mixte du patriarcat arménien s'est réuni hier et sa béatitude, Monseigneur Izmir Lian, patriarche, garde depuis 2 jours ses appartements à Kumkapı, la maladie dont il souffre ayant quelque peu empiré. C'est vraiment l'art de la censure, l'art de la langue de bois à son summum. Seulement, ça n'est pas si simple, puisque, je vous le disais, les grandes puissances vont intervenir. Elles vont trouver que, notamment les massacres à Constantinople même, sont inadmissibles et que, par conséquent, il faut imposer à Abdulhamid une forme de rigueur, le forcer à reconnaître l'engagement qu'il avait pris en 1878 au Congrès de Berlin et qu'il doit se lancer dans les réformes. Et il est intéressant de voir comment la presse essaye de préparer le terrain. Le Stamboul et de l'autre côté le Moniteur oriental, 2 quotidiens dont les propriétaires sont étrangers, mais qui sont obligés de suivre la censure impériale. Le vendredi 18 octobre apparaissent deux rapports qui sont très intéressants parce qu'ils reprennent des textes parus dans la presse de langue turque. Donc la presse qui est directement représentative de l'État.
et qui, souvent, sans même avoir besoin vraiment de censure, épousent l'idéologie et les arguments de l'État. Et l'on voit deux choses. Question arménienne, fausse nouvelle, bruit ridicule, infime minorité de la communauté arménienne, et surtout, il est parmi les individus en question des gens qui voudraient faire croire que l'Europe, voyant leur attitude d'un œil favorable, ferait octroyer aux Arméniens soit l'état de principauté, soit leur autonomie, ou bien encore une administration privilégiée. Sur quoi il n'est rien de tel dans les intentions du gouvernement et ces bruits sont dénués de tout fondement. Ils sont répandus par la minorité arménienne qui s'est détachée de la masse de la communauté, laquelle, depuis de longs siècles, vit heureuse et reconnaissante sous l'égide des Osmandes. Dans le Moniteur oriental, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, question arménienne, faux bruit, fausses nouvelles, telles que la constitution de l'Arménie en une principauté, l'octroi d'une autonomie administrative ou de privilèges nouvelles qui ne concordent nullement avec le véritable état des choses. Nous pouvons certifier catégoriquement que les rumeurs relatives à la constitution d'une Arménie, à l'octroi d'une autonomie, à la création d'une principauté ou même à la collation de privilèges ne reposent sur aucun fondement. Ce n'est pas l'État qui parle. Ce sont des journalistes, entre guillemets. Donc on voit que c'est une sorte de compromis entre le communiqué officiel et la presse reprenant à son compte le rôle de rassurer le public. Pourquoi ? Parce que justement la pression des grandes puissances est telle qu'Abdulhamid est sur le point de céder et qu'il va déclarer le 17-18 octobre, il va déclarer son engagement pour des réformes dans les provinces, dans les 6 provinces d'Arménie orientale. Que craignent-ils ? Ils craignent surtout que, d'une part, les Arméniens soient encouragés par cette compromission et que par conséquent ils prennent ça comme un signal du début en quelque sorte de l'effondrement de l'Empire et la possibilité de s'ériger en nation autonome ou indépendante. Mais ce qu'ils craignent encore plus, c'est la réaction du public musulman. La réaction des musulmans qui voient dans l'octroi du moindre privilège, de la moindre égalité même, aux non-musulmans, un signe de l'abandon de leur position de suprématie à laquelle ils tiennent tellement. Encore une fois, vous vous souviendrez, en 1956, l'édit des réformes l'a dit, noir sur blanc, tous les sujets du sultan sont égaux. Et par conséquent, il n'est plus question d'établir des différences, une hiérarchie entre ces sujets. Mais ça reste sur le papier, puisque les musulmans, et d'ailleurs il y a eu des réactions jusqu'à un attentat contre la vie d'Abdulmejid en 1858, dont la raison principale était d'une part les dépenses de l'État et de l'autre, justement, l'octroi de l'égalité aux communautés non musulmanes. Il y a une réaction qui couve. Et cette réaction, on la voit ressurgir régulièrement lors des troupes de 1876, lorsque les softas prennent la rue et qu'ils défendent la position de Mithat Pacha pour l'établissement d'une constitution et d'un régime parlementaire, ils le font parce qu'ils sont convaincus qu'un tel régime se devra de respecter la charia et la supériorité, la suprématie des musulmans sur les non-musulmans. Donc pour la grande majorité du public musulman, la reconnaissance de la moindre intention de réforme à l'égard des populations non musulmanes et qui plus est arménienne est déjà un signe de faiblesse précurseur d'une catastrophe telle celle qu'ils ont connue en 77-78. Il y a aussi le traumatisme de ces réfugiés
1 million et demi, qui ont dû quitter leur terre, qui se sont retrouvés sans toit et qui ont dû s'intégrer en Anatolie et à Istanbul même, dans des conditions assez misérables. Il y a un traumatisme de la perte des territoires balkaniques. Et par conséquent, ils sont convaincus que si l'on commence à céder aux Arméniens, c'est en fait la fin de la suprématie ottomane et musulmane en Anatolie et qu'ils seront, au bout de quelques années, forcés de quitter leur terre pour se réfugier dans les derniers retranchements de l'Empire. Et effectivement, le 17, voici les 16 articles, les 16 chapitres, pardon, des réformes. Et ce sont des réformes, je vous les donne avec quelques détails. Les sujets ottomans sans distinction de race et possédant la capacité et les qualités voulues sont appelés à des fonctions au service du gouvernement. Donc on confirme encore une fois 1856, c'est-à-dire que la fonction publique est ouverte à tous. Les enfants de tous les sujets de Sa Majesté le Sultan, sans distinction, sont admis dans les écoles. Sur tous les points de l'Empire et suivant les exigences de chacune des localités, des mesures, des lois et des réformes étaient au fur. Là, c'est un rappel de 56. Et ensuite, admission dans le service de la gendarmerie et dans celui de la police des habitants de toutes les classes et de toutes les races, proportionnellement au nombre respectif dans chacune des provinces. Ce qui veut dire que si cette réforme est appliquée, à Erzurum, à Bitlis, à Van, etc., on commencera à voir des gendarmes, des policiers, des juges, des maires arméniens. Et ça, c'est intolérable. Pour la population musulmane, c'est quelque chose qui va à l'encontre de leur croyance la plus profonde en leur propre suprématie, leur propre supériorité sur les non-musulmans. Et il y a mention aussi du contrôle des Kurdes. Les Kurdes qui sont souvent accusés d'avoir perpétré des massacres à l'encontre des Arméniens escortent au moyen de gendarmes et de soldats réguliers des tribus kurdes dans leurs déplacements pour prendre leur quartier d'été ou d'hiver afin qu'il ne puisse en résulter aucun désagrément ou préjudice pour les habitants des localités qu'elles doivent traverser. Et ensuite, application à l'égard de ces tribus kurdes du règlement sur le port d'armes et sur le passe-avant, passeport intérieur. Donc, on limite la liberté des Kurdes. Et enfin, élaboration d'un règlement sur les attributions des hommes formant les régiments de cavalerie hamidiais, lesquels ne devront porter leurs armes et uniformes que lorsqu'ils seront appelés à faire des exercices. Donc, démilitarisation des régiments hamidiais. On sent bien que Abdulhamid, acculé, se voit dans l'obligation d'appliquer les réformes qu'il avait toujours rejetées depuis 1978. Et c'est cela qui va déclencher toute la violence en Anatolie orientale. Sassoun, 94-95, Sassoun est un foyer d'insurrection depuis 1993. C'est une région qui est plus ou moins dominée par les Arméniens. Mais à partir, je vous rappelle la date de la publication de ces réformes, le 17 octobre 1895. Le 21, ça commence à Erzincan. Ensuite, suivez la traînée de poudre, le 25, Gümüşhane, le 27, le 30, le 27, le 25. Partout en Anatolie orientale, vous aurez des massacres systématiques de la population arménienne, des massacres systématiques, en fait moins systématiques qu'il n'y paraît, puisque vous avez un modus operandi différent dans chaque localité. Dans certaines localités, la troupe s'oppose aux violences, dans d'autres, elle y participe. Dans certaines localités, ce sont les Kurdes venant de l'arrière-pays qui engagent les hostilités. Dans d'autres, ce sont les musulmans de la ville qui commencent la violence.
Mais en tout cas, c'est un phénomène généralisé et qui dure à peu près 2 mois à partir de la promulgation de cette promesse de réforme. Donc, on ne sait pas encore exactement comment l'information a circulé, on ne sait pas comment elle a été relayée, on ne sait pas qui s'est chargé de faire passer le message de ce que les réformes du sultan sont l'arrêt de mort, constituent l'arrêt de mort de notre présence en Anatolie. Je ne sais pas, nous ne savons pas exactement comment cela s'est passé, mais c'est exactement ce qu'on appellerait une traînée de poudre à partir du 21 octobre jusqu'au début de janvier. Toute l'Anatolie orientale s'embrase. On parle de 80 000 à 200, 250 000 morts. Encore une fois, c'est très difficile à chiffrer, mais c'est énorme. C'est une violence sans précédent. Encore une fois, j'insiste sur la différence entre les massacres traditionnels, les massacres punitifs, les massacres, les représailles, tels qu'on les a vus par exemple à Kyo. Les massacres de Kyo sont iconiques. Victor Hugo et Delacroix en ont fait un événement majeur. Mais dans une vision générale de la situation en Anatolie et dans les îles de l'archipel en 1822, ça n'est qu'un événement confiné à cette île. Ce sont des représailles contre la population d'une île que l'on juge s'être rebellée contre l'autorité du sultan. Donc c'est un massacre, sans l'excuser, c'est un massacre à l'ancienne. On tue, on capture, et puis on s'en va. Et ensuite, on rétablit l'ordre des choses. Ça, c'est un massacre à l'ancienne. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose puisque c'est généralisé aux 6 provinces dont on parlait, et c'est quelque chose où les troupes, l'administration, les tribus kurdes et la population musulmane des villes participent d'un phénomène qui dépasse de beaucoup les représailles. D'ailleurs, ce ne sont pas des représailles, puisqu'il n'y a pas eu d'action. L'action de Sassoun est tellement limitée qu'on ne peut pas en parler vraiment on ne peut pas y voir le déclenchement de cette violence. C'est quelque chose, c'est un massacre préventif. Et justement, les massacres préventifs, ce sont des massacres qui sentent déjà le génocide. C'est-à-dire que vous démonisez, vous satanisez une population, une communauté ou bien une race sur la base de ce que vous jugez qu'elle représente comme danger pour votre propre survie. Ça, c'est nouveau, c'est moderne d'un certain point de vue. Et par conséquent, c'est quelque chose qui préfigure cette mentalité de base qui sous-tend la plupart des pires violences, c'est l'idée que c'est nous ou eux. C'est eux ou nous. C'est nouveau. C'est nouveau. Ça n'est pas génocidaire, si vous voulez mon avis. C'est peut-être proto-génocidaire, c'est pré-génocidaire, mais en tout cas, il y a un aspect qui me paraît tout à fait important, c'est le fait que le gouvernement ferme les yeux. Le gouvernement ferme les yeux lorsqu'il n'y participe pas directement. Et encore une fois, il est difficile d'impliquer Abdulhamid dans des affaires qui se passent à 2000, 3000 kilomètres de la capitale. Ça n'est pas ça. Mais il ferme les yeux. Et par conséquent, il a bien compris que ce mélange explosif, cette polarisation entre les musulmans et les non-musulmans, cette peur qui s'est emparée des musulmans de se voir démunis de leur terre et de leurs moyens d'existence, est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui peut servir à complètement transformer
et à asseoir sa propre puissance, sa propre autocratie par le biais de l'islam, par le biais des communautés musulmanes. Et ça, c'est le début d'un autre jeu. Et d'ailleurs, en 1996, l'année suivante, les Arméniens vont tenter, pratiquement un an après les manifestations devant la Sublime Porte, ils vont tenter un coup de force contre la Banque impériale ottomane. Et là, ils vont commettre une erreur tactique, celle de s'en prendre au capital étranger, au capital occidental, croyant que, en forçant les grandes puissances et les représentants des grandes puissances à s'engager dans leur cause, ils vont réussir à forcer la main au sultan et à obtenir la reconnaissance, encore une fois, de ces réformes promises et repromises depuis 20 ans pratiquement. Et ce qui s'ensuivra est un massacre bien pire que celui de 1995, et un massacre qui a lieu, encore une fois, à Istanbul même, dans les quartiers européens, même à Pera, dans les quartiers avoisinant le palais. Et quand on sait à quel point Abdülhamid est obsédé, paranoïaque, quand il s'agit de sa propre protection, on ne peut pas imaginer qu'une vague de violence à Beşiktaş même, au pied de la colline surmontée par son palais, ait pu passer inaperçu ou qu'il n'ait pas eu les moyens d'intervenir. Pis encore, on sait qu'au bout de 2 jours, les massacres s'interrompent comme par magie, après l'intervention des grandes puissances. Et c'est là que Abdülhamid se retrouve dans la situation la plus précaire de son règne. Après les massacres de 1996, avec tout le bagage des massacres d'Arménie, les massacres d'Anatolie orientale de 1895, avec cette goutte qui fait déborder le vase, les massacres sous le nez des représentations diplomatiques à Istanbul même, de milliers probablement d'Arméniens dans la capitale de l'Empire, il est confronté à une sorte d'ultimatum des grandes puissances. Mais encore une fois, il est sauvé par le fait que les grandes puissances ne s'entendent pas sur la manière de régler ce problème. La Russie n'a aucune sympathie pour les Arméniens, pour la bonne et simple raison qu'elle a des communautés arméniennes, elle aussi, qu'elle est en train d'essayer d'assimiler. L'Angleterre ne veut pas se mêler outre mesure. Surprenamment, c'est l'Allemagne, Guillaume, pourtant l'ami depuis 1889 d'Abdülhamid, qui s'insurge le plus contre la violence des pogroms, des massacres de 1896. La France, elle aussi, se tient bien calmement à l'écart, l'explication étant probablement que déjà, elle a ses propres massacres à organiser à Madagascar, ça vous occupe toujours, et puis surtout, elle a énormément investi dans l'Empire ottoman. Je vous rappelle le bouquin de Jacques Tauby, Investissement et impérialisme français dans l'Empire ottoman. La France est le plus gros investisseur de capitaux qu'elle a engagé dans les chemins de fer, dans les sociétés urbaines, et par conséquent, elle ne veut pas voir se démanteler, s'effondrer la base sociale et économique de ces investissements. Et par conséquent, malgré la gravité de la situation, malgré le fait que, encore une fois, Gladstone monte au créneau 20 ans après les massacres de Bulgarie, c'est lui, encore une fois, qui enflamme les masses pour accuser l'Empire ottoman de toutes ces violences. Malgré tout cela, Abdülhamid réussit à
renforcer son pouvoir et la question arménienne, comme on l'appelait à cette époque-là, va être en grande partie balayée sous le tapis. C'est à cette époque-là que, justement, l'assiette au beurre, vous vous souviendrez, c'est la première image que j'avais utilisée, et j'avais souligné à quel point l'assiette au beurre était pleine de sarcasme, puisqu'elle accusait aussi la France qui avait décoré Abdulhamid, de ne pas intervenir, de ne pas s'engager contre la violence exercée par le sultan contre ses populations civiles. Alors, l'assiette au beurre utilise encore la référence au grand seigneur, avec un AI, n'est-ce pas? Cette carte postale que je trouve absolument extraordinaire, puisque c'est un enfant qui envoie une carte postale à un petit collégien. Mon bon Charles, as-tu fini tes devoirs? Moi, il est 5h30, j'ai déjà tout fini, etc. En attendant de te voir vendredi. Mais la carte postale qu'il utilise est une carte postale représentant le Turc avec le sabre ensanglanté. C'est vous dire à quel point cette image de violence est présente. Et encore une fois, quand vous voyez le noir de certaines images dans l'assiette au beurre, cette image de vampire qui s'acharne sur la population arménienne, vous comprenez à quel point la violence est présente dans l'opinion publique. Toutes ces représentations, elles préfigurent en quelque sorte les événements qui auront lieu quelques 20 ans plus tard. Mais c'est cette même assiette au beurre qui justement montre Guillaume et Abdulhamid en train de balayer des corps sous le tapis. C'est encore l'assiette au beurre qui représente les grandes puissances, la France, fort attristée mais peu intéressée, Guillaume qui applaudit. Encore une fois, il y a une certaine ironie là quand on sait que Guillaume était celui qui s'était insurgé le plus contre les massacres de 1896, mais comme c'est une feuille, c'est une revue française, évidemment, on ne va pas quand même vanter Guillaume qui applaudit la reine, n'est-ce pas? Les jeux du cirque où Abdulhamid est en train de massacrer la population arménienne au vu de tous et sans que les grandes puissances représentées ici ne bronchent. Avant de terminer, je vous propose quelques titres en français, si vous êtes intéressé par la question des massacres hamidiens. Anaïd Terminassian, c'est un bouquin qui date, bien sûr, mais qui est toujours d'actualité, la question arménienne, un survol de cette question. Gustave Mérier, alors ça c'est un témoignage contemporain. Gustave Mérier était vice-consul à Diyarbakir, en Anatolie orientale, et ces massacres de Diyarbakir ont été édités en fait en 2000. Sébastien de Courtois, parce que c'est toujours une question qui est levée, quid des autres? On entend toujours parler des Arméniens, et c'est normal vu la prépondérance de cette communauté sur les autres, mais Sébastien de Courtois a écrit sur le génocide oublié des chrétiens d'Orient, les Assyriens, les Syriaques et autres, qui eux aussi ont été victimes de la même violence. Et un sujet que nous aborderons la semaine prochaine, les violences dans les Balkans, c'est-à-dire la recrudescence de violences en Macédoine vers 1902-1903. Alors là, un excellent livre qui malheureusement n'a pas été traduit en français, mais qui vaut la peine d'être parcouru, Blood Ties, Religion, Violence and the Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia, une excellente synthèse sur
la Macédoine ottomane, depuis le congrès de Berlin jusqu'à la révolution jeune turque. Encore une fois, quelque chose, le titre le dit, quelque chose qui se réfère à l'élément de violence qui sous-tend tous ces mouvements politiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Voilà. Je vais vous laisser... voilà, il est exactement 3h30 cette fois-ci. Bon. Merci beaucoup et nous terminerons... Nous terminerons la semaine prochaine. Je vous remercie.